Merci Jacques. Merci au collège pour cette invitation et merci à Nicolas Pinceau, je ne sais pas s'il est encore dans la salle ou s'il est rentré, pour avoir coordonné le sous-groupe musculo-squelettique sur cette session des drapeaux rouges. Alors on m'a demandé de présenter les drapeaux rouges sur l'épaule. Quelques liens d'intérêt, je suis administrateur du collège et puis je suis vice-président de la Société française de rééducation de l'épaule, entre autres. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors sur les drapeaux rouges, je pense que la première chose qu'on doit éventuellement se poser comme question, c'est est-ce que c'est une tendinopathie, est-ce que c'est une capsulite? Quand on reçoit un patient qui nous est adressé, c'est effectivement la plupart du temps les diagnostics qui sont posés. Et puis à ce moment-là, on se dit, est-ce que ça n'est pas quelque chose d'autre qu'un problème d'épaule, ce qui est régulièrement le cas. Et si jamais ce n'est pas un problème d'épaule, est-ce que c'est grave? Et si c'est grave, est-ce que je dois réorienter tout de suite mon patient et vers qui? Et puis si ce n'est pas grave, est-ce que quand même c'est dans mes compétences? Une fois qu'on a vu cette architecture que vous avez vue déjà depuis ce matin, on peut essayer de se poser la question de ce qu'est la prise en charge de l'épaule douloureuse en première intention. Donc ça, c'est le papier du BMJ qui montre ici les différentes pathologies qu'on peut rencontrer, donc les pathologies de la coiffe des rotateurs, les pathologies telles que la capsulite rétractile, les pathologies de l'acromioclaviculaire, les infections qui sont rares, et puis les dislocations, les luxations traumatiques. Donc ça, c'est ce qu'on peut recevoir lorsque l'on est médecin généraliste. Et puis les drapeaux rouges qui sont en face, eh bien, ce seraient des patients qui auraient une histoire de cancer, des symptômes ou des signes qui pourraient évoquer un cancer, une déformation, une masse qui serait anormale, avec la question est-ce que c'est une tumeur? On pourrait avoir des signes tels qu'une peau rouge, de la fièvre, quelque chose qui serait inconnu, et on pourrait éventuellement penser à une infection. On pourrait avoir un patient qui arriverait après un traumatisme, une crise d'épilepsie, un choc électrique, une perte de rotation anormale et non expliquée. Eh bien, on pourrait se demander si ça n'est pas tout simplement une luxation qui n'a pas été réduite. Et puis, on peut avoir des patients qui viennent après un traumatisme, une douleur aiguë, quelque chose qui ne lui permet pas de lever le bras, une douleur lors de l'élévation du bras. On pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas une rupture aiguë de la coiffe des rotateurs? Et puis, peut-être quelque chose autour du déficit moteur, déficit sensitif. Et là, on doit penser à des lésions neurologiques. Grosso modo, c'est ça les drapeaux rouges qu'on peut rencontrer dans les épaules douloureuses lorsqu'un patient arrive avec une épaule douloureuse. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec l'épaule. Alors, de quels outils, nous, est-ce que l'on dispose quand on est kinésithérapeute? L'écoute du patient. Depuis ce matin, on a beaucoup entendu parler de l'interrogatoire, de l'écoute du patient, c'est indispensable. Et puis aussi, notre examen visuel. Je crois que si on oublie cela, on oublie tout en kinésithérapie. On a des outils comme le diapason. Je crois que ça a été présenté sur la fracture, je crois, de la cheville. C'est un bon indicateur de fracture. Des outils de mesure, un stéthoscope pour la prise en charge en rééducation en kinésithérapie respiratoire. Et puis on a des scores en kinésithérapie sur l'épaule. Le SPADI, le constant, le VOSI, le DASH, c'est des scores que vous connaissez, mais en fait qui vont nous être d'aucune utilité sur la détection des drapeaux rouges. Ça ne sert à rien en fait, ces scores-là. On peut avoir un score de constant à 5 et que ce soit absolument pas un drapeau rouge, c'est juste une épaule qui ne va pas bien et qui va être suivie en rééducation. Donc ces scores-là, ils ne sont pas vraiment utiles pour nous pour détecter des drapeaux rouges. Alors, pour moi, quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est vital. Je pense que pour vous aussi, un drapeau rouge, véritablement, c'est cela. Quand on me demande de présenter les drapeaux rouges en kinésithérapie sur l'épaule, c'est effectivement, est-ce que la personne, il y a un risque vital lorsqu'elle vient me voir avec un problème d'épaule? Normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de questions à se poser puisque le patient est déjà passé chez le médecin. Et pourtant, en 20 ans d'exercice sur les pathologies de l'épaule, j'ai vu, vous allez voir quelques cas cliniques que j'ai reçus, avec des situations qui étaient graves et pourtant qui étaient passées quand même par le filtre du médecin. Je crois qu'ici, tous les kinésithérapeutes ont déjà reçu des patients en accès direct. La question ne se pose même pas. Vous avez tous reçu des gens pour une entorse de cheville, une lombalgie aiguë ou des choses comme ça. Eh bien, on doit normalement savoir détecter ces drapeaux rouges et parfois il y a des choses graves derrière. Alors, un des premiers drapeaux rouges au niveau des douleurs de l'épaule, c'est le syndrome de Pankos-Tobias. C'est un papier issu du Lancet, donc, qui est assez puissant. 3 à 5% des cancers du poumon sont des cancers de Pankos-Tobias. Vous voyez, ici, la tumeur cancéreuse. C'est plutôt des hommes et plutôt des tabagiques.
ou des anciens tabagiques. Ça se manifeste par des douleurs intenses, sans notion traumatique. Dès que vous avez, je pense, un patient qui vous dit « j'ai très très mal à l'épaule, c'est venu comme ça et je ne vais pas tomber », déjà vous vous posez une question, surtout si la douleur est arrivée rapidement, parce que ce n'est pas tellement en corrélation avec des pathologies rhumatismales, à moins que ce soit des polyarthrites ou des choses comme ça, mais il faut tout de suite avoir un éveil de votre vigilance. Des douleurs qui peuvent irradier dans le cou, dans l'épaule, dans la scapula, le bras, une irradiation qui suivrait le trajet C8-T1. Il peut y avoir des signes veineux et artériels. Et puis, le problème de cette maladie-là, c'est que le délai de diagnostic est assez long, de 6 à 10 mois, parce que les signes cliniques sont peu spécifiques. Et c'est pour ça qu'on finit par les rencontrer en kinésithérapie. J'en ai eu 4 quand même en 20 ans, des patients qui sont venus me voir pour des douleurs d'épaule et qui en fait présentaient une tumeur de l'apex du poumon. Alors, des signes qui doivent nous alerter, c'est lorsqu'on regarde le patient, et c'est là à ce moment-là que c'est important, et qu'on retrouve le syndrome de Claude Bernard Horner, c'est-à-dire un ptosis, avec une paupière ici, vous voyez, qui tombe, un myosis au niveau de l'iris, et puis une énophthalmie, c'est-à-dire le globe oculaire qui a tendance à rentrer dans l'orbite. Si vous voyez un patient qui a du mal, qui a mal à une épaule, et du côté homolatéral, vous trouvez quelque chose de bizarre au niveau de son œil, si c'est un homme, qui est éventuellement tabagique, là, c'est gros signal d'alarme. Les signes respiratoires aussi doivent nous alerter. Si ce patient qui a des douleurs d'épaule qui sont assez inexpliquées, a une toux, une dyspnée, voire qu'il crache du sang, alors là, c'est vraiment quelque chose qui doit vous alerter. Alors, ce qu'il faut faire lorsque vous avez un patient comme ça, déjà, on vérifie si ce n'est pas un problème d'épaule et on se méfie des tests cliniques, tous les tests que vous connaissez, les tests de force, les tests de tendons, etc., parce qu'ils ne sont pas révélateurs. Et vous devriez être alerté par rapport à une symptomatologie qui ne ressemble pas à ce que vous connaissez de l'espace sous-acromial, des douleurs de pathologie tendineuse. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Il faut réadresser d'urgence le patient au médecin, ce n'est pas dans une semaine, c'est le jour même, le lendemain, voire carrément aux urgences pour des examens complémentaires, notamment lorsque vous détectez le syndrome de Claude Bernard Horner. C'est une urgence vitale, il faut envoyer directement le patient aux urgences médicales. Alors heureusement, c'est assez rare, mais quand même, ça peut arriver. Je vous donne un exemple que j'ai rencontré. C'est un patient de 65 ans qui est un ancien fumeur qui m'est adressé pour une pathologie acromioclaviculaire, inflammatoire et congestive. Il m'a été adressé par un médecin que j'avais déjà soigné et qui passait des vacances avec lui. Et puis ce patient-là, en fait, avait passé plusieurs jours à cisailler des buissons. Et puis il était torse nu, il faisait chaud. Et le médecin lui dit « Tiens, tu as une boule bizarre dans le dos ». Il dit « Ben oui, ça me fait mal, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup cisaillé les buissons ». Alors elle m'appelle et puis elle me dit « Est-ce que vous pourriez le recevoir ?» Je dis « Bien sûr ». Et puis elle m'envoie la photo. Je trouve ça un peu bizarre parce que je vois cette boule ici. Et je lui dis « Dis donc, sur la vidéo, il a dû vraiment se faire une sacrée congestion de l'acromioclaviculaire avec sa cisaille. » Puis lorsque j'examine cliniquement, en fait, ce n'est pas du tout l'acromioclaviculaire, c'est à côté. Et puis j'ai un examen qui n'est pas vraiment relatif à l'épaule, avec des douleurs nocturnes qui ne sont pas majorées lors des mouvements, alors qu'une acromioclaviculaire, ça fait mal lors des mouvements. Donc là, drapeau rouge. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pardon, je réadresse directement le patient pour des examens complémentaires. Je n'ai même pas fait passer par le médecin, puisqu'il connaissait un médecin déjà. Donc il a fait une radio et une échographie. Et les conclusions, c'est ceci. Masse tissulaire de 5 cm vascularisée sus-acromiale avec signe d'agressivité. Donc le radiologue demande tout de suite un scanner thoraco-abdominopelvien et une confrontation histologique avec un examen sanguin. Et en fait, ce patient-là, il présentait un plasmocytome, donc c'est une tumeur maligne quand même. Donc ce qui m'a été adressé par un médecin, qui était son ami, comme étant une acromioclaviculaire congestive après avoir cisaillé des buissons, ben, c'était juste une tumeur maligne. Et il est encore aujourd'hui en soins de radiothérapie. Donc voilà, c'est ce genre de phénomènes qui doivent quand même vous alerter dès que vous voyez des choses. Vous voyez une masse, ça fait partie quand même des signes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a des choses qui sont bien évidemment moins graves, le risque vital n'est pas engagé, mais quand même, il faut savoir repérer des situations qui sont particulières parce que la prise en charge que vous allez avoir va avoir une influence sur la récupération des patients. Donc c'est quand même des drapeaux rouges. C'est-à-dire votre niveau de alerte, il doit être plus important. Un des syndromes, c'est le syndrome de Parsonage-Turner, qu'on appelle aussi neuralgique amyotrophie ou brachial plexus neuritis. Ça touche préférentiellement les hommes. Alors l'incidence, elle vous paraît peut-être faible, c'est 2 sur 100 000, mais quand on voit beaucoup d'épaules, on en voit régulièrement des syndromes de Parsonage-Turner. Ça touche plutôt le membre supérieur et de façon unilatérale.
Le diagnostic est très souvent tardif parce que les médecins ne connaissent pas bien ce syndrome-là, parce qu'ils le rencontrent rarement dans leur prise en charge en accès de première intention. Donc très régulièrement, vous avez en consultation des patients qui vous sont adressés pour des douleurs d'épaule, qui sont en fait des syndromes de Parsonage-Turner. Le contexte est le suivant. Dans la littérature, on parle d'infection virale. Donc vous devez questionner le patient. Est-ce que vous avez eu une maladie il y a quelque temps? De toute façon, vous devez le demander à tous vos patients. Une infection particulière dans les mois qui ont précédé l'apparition de la douleur. Un stress psychologique, c'est également décrit. J'ai, pour info, un patient qui a déclenché 4 syndromes de Parsonage-Turner sur 4 événements stressants dans sa vie. Un divorce, 2 déménagements, un changement de poste professionnel, et à chaque fois, il a fait un syndrome de Parsonage-Turner. Ça, c'est incroyable. Une exposition au froid ou au chaud, c'est décrit dans la littérature, une ponction lombaire, traumatisme bénin ou des exercices. Apparemment, ça pourrait favoriser l'apparition de ce syndrome de Parsonage-Turner, ce qui peut paraître assez curieux, mais c'est quand même décrit, donc je vous l'ai mis. Une chirurgie des grossesses, une vaccination également, une infection bactérienne. Et donc ce syndrome se déroule en 3 phases. Je crois que c'est ça qui est important. Une phase douloureuse, une phase de perte de force avec une amyotrophie et des troubles sensitifs, sachant quand même que dans l'épaule, les troubles sensitifs sont moins importants dès qu'on commence à toucher à du nerf. Il y a de la douleur, bien sûr, nerveuse, mais ce sont des nerfs moteurs. Donc on va avoir très vite une atteinte motrice. Et ça doit éveiller tout de suite votre vigilance. Et puis une phase de récupération. C'est ça les 3 phases du syndrome de Parsonage-Turner. Donc cliniquement, on a une douleur qui est d'apparition rapide, souvent sans cause particulière identifiée. Il n'y a que dans votre questionnaire que vous allez peut-être retrouver des éléments qui vont éveiller votre vigilance. Donc un patient, encore une fois, qui arrive avec une douleur très importante, sans raison particulière, ça doit vous alerter. Une douleur qui est intense, autour de 8 sur 10. Elle est diurne et le plus souvent nocturne. Elle dure moins de 2 mois. Bon, dans mon expérience, c'est un peu plus long que ça. Elle est de type neuropathique et ou musculaire. Ça peut suivre un trajet nerveux, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est compliqué. Et puis, il y a la perte de force avec une amyotrophie qui apparaît dans les 2 à 6 semaines. Parce que les nerfs sont courts, donc on arrive très vite à une atrophie dans les muscles de l'épaule. L'infraspinatus est celui qui est le plus souvent décrit, le serratus antérieur. Dans mon expérience, serratus antérieur très fréquent, l'atteinte du nerf thoracique long. Le supraspinatus également, le biceps, j'en ai jamais vu. Et avec des trajets C5, C6, C7 qui sont supérieurs à ceux de C8, T1. Et puis l'atteinte peut être également sensitive avec la branche médiale ou latérale du nerf antébrachial cutané. Mais de toutes les façons, ce n'est pas ça qui va éveiller vos soupçons. C'est une douleur qui est extrêmement puissante et vous allez avoir tout de suite des signes musculaires, de problèmes de motricité avec un muscle qui se contracte mal, des fibrillations, voire des myoclonies lors de la contraction. La phase de récupération, elle est bonne à complète dans 75% des cas. Donc on pourrait se dire, bon, on s'en fout, on le laisse comme ça. Il n'y a pas de drapeau rouge puisqu'ils vont récupérer. Non, il y a 25% qui ne récupèrent pas. C'est un quart des patients quand même qui ne récupèrent pas leur fonction alors qu'ils ont des atteintes paralytiques ou alors parésiques. Donc c'est quand même assez dommageable sur l'épaule. Elle se fait entre 6 et 3 ans, c'est beaucoup. Et le diagnostic, il est essentiellement clinique. Voilà pourquoi c'est important qu'on connaisse ça, puisque nous sommes des cliniciens. Et les examens complémentaires, les électromyogrammes, les IRM, la prise de sang, en fait, c'est juste pour exclure d'autres pathologies, parce qu'on ne retrouve pas grand-chose là-dedans. Le traitement, en fait, c'est la corticothérapie par voie orale le plus tôt possible, parce que ça semble optimiser la récupération à 1 an. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce syndrome-là. C'est que si vous détectez des signes de syndrome de Parsonage-Turner et que vous réorientez comme il faut et rapidement le patient vers le médecin et que le patient bénéficie d'un traitement de corticothérapie rapidement, vous lui faites gagner des chances de récupération, c'est quand même pas rien. La dose est assez importante, 60 mg par jour pendant 1 semaine, normalement c'est 1 mg par kilo, puis 10 mg de moins par jour pendant 6 jours. Plus tard, en fait, le traitement n'est que, entre guillemets, symptomatique. J'ai mis que, entre guillemets, parce que quand même, traiter la douleur, ça fait du bien, surtout quand on a un syndrome de Parsonage-Turner. Donc, l'examen clinique plus la suspicion plus la douleur aiguë, ça doit vous amener à réorienter le patient vers le médecin pour un traitement adapté. Et si la phase douloureuse est passée, que vous voyez le patient dans une phase de paralysie et qu'il n'y a plus vraiment de douleur, le patient il vous dit j'ai eu très très mal et puis maintenant ça va mieux. Puis vous voyez une grosse paralysie du nerf thoracique long, une scapula qui se décolle ou un deltoïde qui est tout atrophié, vous accompagnez tout simplement la récupération. Il n'y a pas vraiment de niveau de preuve du fait que la kinésithérapie faciliterait une accélération de la récupération sur cette phase-là.
Autre cas qui est peut-être un peu moins grave, mais quand même, c'est la luxation postérieure. Je voulais vous parler de ça. Cet article du JBIS qui fait une bonne épidémiologie et puis des risques de récurrence après luxation postérieure, qui arrive en général lors d'une chute sur les mains. Donc ça, c'est lors de l'examen. Vous questionnez votre patient, comment vous êtes tombé. Si vous dites que vous êtes tombé sur l'épaule, déjà, il y a un peu moins de risque que ce soit une luxation postérieure. Vous voyez ici la radio. Bien, il y a des services d'urgence où il y en a un qui est en train de mourir à gauche et puis l'autre qui est en train d'étouffer à droite. Ils voient cette radio-là et puis ils ne se rendent pas compte qu'il y a une luxation parce que ça peut passer inaperçu. Ce sont des lésions qui sont rares, moins de 5% des lésions d'épaule, c'est 1,1 cas sur 100 000 par an, avec un pic chez les hommes entre 20 et 49 ans. Et la difficulté du diagnostic vient du fait qu'il n'y a pas de déformation de l'épaule, ou peu de déformation de l'épaule, par rapport à une luxation antérieure, où là, on voit un vrai trou dans l'épaule avec un coup de hache. Dans la luxation postérieure, en fait, l'épaule, elle garde son galbe. Si vous mettez votre main dessus, vous allez voir, vous qui êtes kiné, qu'il y a un problème. Mais si vous ne faites que regarder, on peut passer à côté. C'est pour ça qu'aux urgences, ils passent à côté. Le risque de passer inaperçu est quand même important, 50%, car le diagnostic n'est pas fait en urgence. Vous voyez qu'il y a des patients, en fait, qui se luxent les épaules. Dans les EHPAD, il y a des petits vieux qui restent des semaines et des semaines, voire des mois, avec une luxation postérieure. Et dans les facteurs de récidive, dans la littérature, il est écrit que le risque de récidive est plus élevé lorsqu'on reste plus de 3 semaines avec une épaule luxée. Vous ne voyez jamais ça dans les histoires de luxation antérieure parce qu'on ne peut pas rester 3 semaines avec une luxation antérieure, ça n'existe pas, à moins d'être dans le désert. Donc la luxation postérieure, ça arrive que des patients restent des semaines et des semaines avec l'épaule luxée en arrière. Et si vous allez voir un petit vieux qui n'arrête pas de se plaindre de son épaule, eh bien, demandez-vous s'il n'est pas tombé. C'est le traumatisme de l'épaule, une impotence fonctionnelle et une douleur. Et ce signe-là est très important, c'est la perte de rotation latérale. En passif, vous ne pouvez pas amener le bras en rotation latérale, ce n'est pas une capsulite, c'est juste une luxation postérieure, ça ne tourne plus. Et le bras est plutôt en adduction et en rotation interne. Donc quand vous voyez ça chez un petit vieux, posez-vous des questions. Je dis un petit vieux parce qu'un plus jeune, à mon avis, il va se réveiller un peu plus. Mais j'ai vu dans des maisons de retraite des petits vieux qui se plaignaient « j'ai mal », et puis on leur disait « c'est rien, c'est l'arthrose ». Peu de déformation, plus ou moins d'antécédents d'épileptiques. Donc là, orientation immédiate chez le médecin et chez le radiologue pour confirmer évidemment si vous avez le moindre soupçon. C'est ça, c'est un drapeau, on va dire, orange. Autre drapeau rouge, c'est les complications. Je voulais parler des complications après sur l'épaule traumatique ou opérée. Donc on a vu déjà l'épaule traumatique, la luxation postérieure qui passe inaperçue. Donc vous connaissez les complications que sont l'infection, avec une douleur qui n'est pas normale. Après une chirurgie, vous avez un patient qui a des douleurs qui sont au-dessus de la normale, des rougeurs autour de la cicatrice, une évolution qui n'est pas favorable. Ça aussi, dans le temps, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous soignez un patient qui, par exemple, a eu une prothèse d'épaule, quand vous voyez une évolution qui n'est pas normale, posez-vous la question, surtout si autour de l'épaule, c'est rouge, c'est souvent rouge, les infections des prothèses. Il y a un risque qui est accru dans les reprises de prothèses d'épaule et lorsqu'il y a eu une infiltration intra-articulaire avant l'intervention. C'est pour ça que normalement les chirurgiens n'aiment pas opérer les patients 3 mois avant, après une infiltration, ils préfèrent rester 3 mois sans opérer le patient pour éviter ce risque qui est retrouvé dans la littérature. Et le tabac. Voilà, ça c'est un patient, vous voyez, qui m'a été adressé après une fracture d'épaule. Et le chirurgien l'avait vu quelques jours plus tôt, mais il n'avait pas retiré le pansement. Donc là, il y a un trou. Je voyais, quand j'écartais bien, je voyais la plaque avec les vis au fond. Donc bien évidemment, celui-là, il est retourné chez son chirurgien parce que je n'allais pas rester avec un patient comme cela, avec un trou énorme dans l'épaule et puis du pus qui sortait beaucoup. Quelles autres complications on peut retrouver ? Le SDRC de type 1, l'algoneurodystrophique, vous connaissez, c'est toujours après une chirurgie, un traumatisme dans la littérature, il y a toujours une cause, alors que dans le syndrome de Parsonage-Turner, je vous ai dit, ou dans le syndrome de Pankos-Tobias, il n'y a pas de cause identifiée. Là, il y a une cause dans le SDRC. Donc ne dites pas à quelqu'un que vous avez une algo alors qu'il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu de chirurgie. Vous allez l'alerter pour rien. La douleur n'est pas proportionnelle au traumatisme, c'est régional, c'est pour ça qu'il y a un R. Donc une algo de l'épaule, il y a des signes sur la main. S'il n'y a pas de signes sur la main, ça n'est pas une algo d'épaule, c'est peut-être une capsulite, ça n'est pas une algo d'épaule. S'il n'y a pas de raideur des doigts, ça n'est pas un SDRC de l'épaule.
Et puis les critères diagnostiques de Budapest qui ont été établis, avec certains critères, il faut cocher des cases, quand on en a beaucoup, on s'oriente quand même vers l'algo, la douleur, la raideur, l'œdème, l'hypoesthésie ou l'hyperesthésie, la décoloration de la peau et des phanères, la faiblesse musculaire. Il n'y a pas d'examen complémentaire spécifique, ça ne sert à rien de faire des IRM, des radios, etc., parce qu'il n'y a rien de spécifique pour le diagnostic, juste ça va angoisser le patient de voir tous les problèmes qu'il peut avoir sur l'épaule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on surveille l'évolution des signes, et s'il n'y a pas d'amélioration ou s'il y a une régression, eh bien, on réoriente vers le médecin ou le chirurgien pour tout simplement une adaptation du traitement médicamenteux et notamment antalgique. Je vous remercie pour votre attention.